Hearing is believing. I think, like many other people in this country, I didn't know much about domestic abuse. In fact, I knew nothing at all. Read a bit about it. Tout commença par une matinée tranquille de début mai, un de ces jours où les salles du palais résonnaient du va-et-vient habituel des assistants chargés de notes et des conseillers se préparant à une nouvelle série de réunions d'information. Pourtant, ce qui se déroula à Clarence House ce matin-là ne ressemblait à rien de ce que ces murs avaient connu depuis des décennies. La confrontation entre la reine Camilla et le roi Charles devint une rupture si brutale que même les courtisans les plus aguerris la décrivirent comme un moment qui bouleversa l'équilibre même de la monarchie. Des témoins racontèrent plus tard comment la voix de Camilla aiguë et fougueuse fendit l'air et réduisit au silence toute une salle de personnel. Ces paroles résonnèrent comme des coups violents accusant le roi de faiblesse et le ridiculisant pour avoir trop souvent pris le parti de son fils Guillaume. Charles ne répondit pas. Il baissa simplement les yeux, sa posture s'effondrant comme si la couronne elle-même était soudain devenue trop lourde. Les personnes présentes murmurèrent plus tard que toute vie lui sembla s'être évanouie à cet instant, ne laissant derrière elle que l'image d'un monarque écrasé devant sa propre maison. Ce qui rendit l'incident si significatif résidait non seulement dans l'humiliation d'un roi, mais aussi dans le fait que le personnel rompit immédiatement une longue tradition de silence. En quelques heures, un rapport détaillé et sans filtre fut rédigé et remis directement au prince William. Ce dossier ne reposait sur aucune rumeur. Il contenait des enregistrements, des témoignages et une chronologie démontrant sans l'ombre d'un doute qu'il ne s'agissait pas d'une querelle domestique, mais d'un événement ébranlant l'intégrité du système royal lui-même. La réaction de William fut rapide et d'une froideur inhabituelle. Habitué depuis longtemps à concilier respect et retenue, il voyait désormais son père humilié d'une manière qu'il ne pouvait ignorer. Sa décision d'agir déclencha une série d'événements qui emportèrent la monarchie en terrain inconnu. Des sources proches du palais confirmèrent plus tard que les premières démarches de William avaient été méthodiques. Il convoqua des réunions à huis clos, fit intervenir des membres du personnel longtemps restés silencieux et ordonna la collecte de tous les documents relatifs au comportement de Camilla. En quelques jours, des témoignages provenant de Clarence House, du palais St. James et même de Highgrove dressèrent le tableau inquiétant d'une pratique qui remontait à des années. Des notes claquées sur une table aux remarques acerbes lors des préparatifs du couronnement Camilla avaient laissé derrière elle une hostilité désormais impossible à ignorer. La machine du palais, autrefois bouclier de tradition et de secret, se transforma soudain en un moteur de révélation. Les conseillers qui avaient craint de parler trouvèrent désormais refuge dans la détermination de William et les témoignages affluèrent comme l'eau qui s'échappe d'un barrage. Lorsque les rapports ont atteint leur version définitive, ce qui n'était au départ qu'une explosion isolée était devenu la preuve d'une intimidation systémique. Les analystes ont comparé ce moment aux crises royales passées, soulignant combien il est rare que les rouages internes de la monarchie soient documentés avec autant de détails. Pourtant ici, le cas était indéniable, même des commentateurs étrangers observant la situation à travers le prisme de la presse internationale ont souligné combien il était extraordinaire pour une famille royale d'affronter ainsi des fractures internes. De grands médias comme Reuters et la BBC ont souligné la transparence inhabituelle de l'affaire, tandis que DW en Allemagne a souligné les implications plus larges pour la crédibilité de la couronne aux yeux de ses alliés du Commonwealth. L'impact le plus profond résidait dans la réponse du roi, ou plutôt dans son silence. Pendant les jours qui suivirent cet éclat, Charles se retira de la routine, annulant ses apparitions et affichant un visage qui semblait vidé de toute vitalité. Ses conseillers remarquèrent le changement. Un homme autrefois posé en public paraissait désormais fragile, ses gestes plus lents, ses paroles hésitantes. Derrière les portes de Clarence House, il confia à Guillaume des vérités longtemps enfouies, avouant des années de tension et d'épuisement émotionnel. Cet aveu, selon certaines sources, fournissait à Guillaume non seulement une justification, mais aussi l'impératif moral d'agir. Charles, las et à bout de souffle, confia de fait à son fils le mandat de défendre la dignité de la couronne. Le contexte mondial a accentué l'urgence. Partout en Europe, les dirigeants ont observé la situation avec une inquiétude discrète, conscients que la stabilité de la monarchie britannique revêt un poids symbolique pour les alliances et la diplomatie protocolaire. Aux États-Unis, où le président Trump a maintenu un intérêt particulier pour la continuité royale britannique, les responsables ont suivi l'évolution de la situation par protocole soulignant l'importance d'une transition stable. L'analyse des médias a souligné la rapidité avec laquelle la cote de popularité de William et Catherine a augmenté à mesure que la nouvelle de leur influence croissante se répandait, les sondages enregistrant une forte hausse de la confiance du public.
En revanche, l'image de Camilla a commencé à s'effacer non seulement des événements publics, mais aussi des archives numériques, un effacement discret se produisant en temps réel. Les observateurs ont comparé l'atmosphère aux crises royales précédentes, établissant des parallèles avec le tumulte qui a suivi la mort tragique de Diana. Pourtant, contrairement au chaos de la fin des années 1990, ce moment fut marqué par une procédure rigoureuse et une action délibérée. Guillaume convoqua le Conseil de la Couronne fort de preuves et de la bénédiction de son père et fit avancer des réformes visant à réduire l'influence de Camilla sans provoquer de scandale public. Cette décision fut décrite par les constitutionnalistes comme une mesure de protection plutôt qu'un acte de vengeance. Elle marqua la fin d'une époque où Camilla régnait et le début d'une transition vers l'ascendant de Guillaume. Ce qui rendit l'épisode encore plus frappant fut la transformation du palais lui-même. Le personnel autrefois fidèle à Camilla changea de camp non par peur mais par soulagement. Les traces numériques de son travail disparurent des sites web de la monarchie, ses patronages furent réattribués, sa présence aux cérémonies discrètement supprimée. Les analystes notèrent que ce démantèlement calculé soulignait la capacité d'adaptation de la monarchie, rappelant que la couronne survit non pas en s'accrochant aux individus mais en protégeant l'institution avant tout. Le matin du 6 mai, lorsque Charles demanda un petit déjeuner privé avec William à Highgrove House, symbolisa le tournant. Pas de caméra, pas de conseiller, seulement père et fils dans la véranda où, des décennies plus tôt, on lisait des histoires avant de s'endormir. Cette fois, l'histoire était celle du devoir du sacrifice et de l'acceptation douloureuse. Charles parla de son désespoir d'années de compromis qu'il avait vidé de lui-même. William écouta impassible, mais résolu jusqu'à ce que son père murmure les mots qui le libérèrent « Fais ce que tu dois ». Ce n'était pas une abdication publique, mais c'en était la plus proche qu'un monarque puisse faire en privé. Cela donnait à William l'autorité d'agir non seulement en tant qu'héritier, mais aussi en tant que protecteur de l'institution. Les événements qui suivirent ne furent pas marqués par le spectacle, mais par la solennité. Le Conseil de la Couronne se réunit, le vote fut adopté à l'unanimité, et l'histoire retint la déchéance de pouvoir de la consort par décret. Pour les observateurs du monde entier, ce fut moins un scandale qu'une correction constitutionnelle. Pour ceux qui étaient à Clarence House, ce fut la fin d'une époque et le début indéniable d'une autre. Lorsque le rapport de Clarence House arriva au palais de Kensington, il était non seulement lourd de sens, mais aussi lourd de sens. L'enveloppe scellée contenait les témoignages du personnel des enregistrements audio et une chronologie capturant chaque seconde de l'explosion de Camilla. William le lut une fois la mâchoire serrée, puis une seconde fois le visage marqué par une froide détermination. Cette nuit-là, il ne connut pas de répit car le contenu du dossier était plus qu'une humiliation pour son père. Il constituait une condamnation d'un système qui avait laissé l'intimidation se développer sans contrôle au sein de la maison royale. Le roi avait été brisé au vu et au su de ses conseillers et William considérait qu'il était de son devoir de réparer ce qui avait été brisé. Au matin, le prince prit une décision décisive. Il convoqua ses plus proches collaborateurs à une série de réunions privées et leur demanda de compiler tous les documents relatifs à la conduite passée de Camilla. Les rumeurs ne seraient de plus balayées d'un revers de main considérées comme des malentendus ou des querelles personnelles. Cette fois, les témoignages seraient considérés comme des preuves. Les membres du personnel, qui avaient jusque-là évité la confrontation, se retrouvèrent désormais discrètement convoqués pour témoigner à huis clos. Nombre d'entre eux avaient vécu dans la crainte de représailles, mais avec William aux commandes, le silence commença à se fissurer. Il en résulta une constante remontant à des années où Camilla avait rabaissé ses collègues, s'était heurtée aux planificateurs ou avait cherché à saper les décisions lorsqu'elle favorisait William ou Catherine. À mesure que les informations s'accumulaient, il devint évident qu'il ne s'agissait pas d'une explosion isolée mais d'un problème ancien. Des rapports détaillaient un incident survenu lors de la préparation du couronnement en 2023 où elle avait écarté Charles, le considérant comme un remplaçant sans elle. Un autre membre du personnel se souvenait d'un briefing logistique en 2024 où elle s'était proclamée véritable reine en claquant ses notes sur la table. Petit à petit, l'image d'une consort puissante s'est transformée en un portrait de manipulation et de mépris. Les analystes ont plus tard décrit cela comme une prise de conscience à l'échelle du palais car le personnel qui avait passé des décennies à garder des secrets s'exprimait désormais avec une clarté qui choquait même les courtisans les plus expérimentés. La détermination de Guillaume s'affermait à chaque témoignage. Les observateurs qui l'observèrent durant cette période ont constaté que ses mouvements étaient devenus plus rapides, ses paroles plus rares, mais plus directes. À l'intérieur du palais de Kensington, l'atmosphère était à l'urgence. Les documents étaient de classifiés, les communications simplifiées, et l'équipe constituait un dossier qui ne laissait aucune place au déni. Il ne s'agissait pas de vengeance, mais de protection.
Pour Guillaume, la priorité était son père, la monarchie et la confiance de la nation. Cette confiance, une fois ébranlée, ne pouvait être rétablie que par une action décisive et visible. Parallèlement, la pression sur Charles s'intensifiait. Sa santé avait montré des signes de tension dans les semaines précédant la confrontation et le bilan était désormais indéniable. Il annulait ses apparitions, se retirait dans son bureau privé et paraissait visiblement diminué sur les photos publiques. De Reuters à Deutsche Welle, les médias ont fait état de l'inquiétude croissante concernant le bien-être du monarque. Les analystes ont souligné que la maison royale ne pouvait se permettre une nouvelle crise prolongée. La monarchie avait survécu à travers les siècles, non pas en ignorant les problèmes, mais en s'adaptant lorsque cela était nécessaire, et ce moment exigeait une adaptation. Au milieu de cette tempête, William comprit que l'équilibre des pouvoirs était déjà en train de basculer. Plus il recevait de témoignages, plus il devenait évident que Camilla avait perdu la confiance de l'institution même qu'elle était censée soutenir. Le silence qu'il avait autrefois protégé était désormais rompu. Des courtisans, fidèles serviteurs de l'empereur depuis des décennies, avouèrent en privé avoir trop enduré. Ils décrivirent des années de tension, des explosions soudaines et un style de leadership fondé non sur le respect, mais sur la peur. La cohérence de leur récit rendait l'affaire indéniable. L'affaire commença à attirer l'attention internationale. Les commentateurs européens et américains présentèrent ces événements comme un test de résilience royale. Face à la pression exercée sur Charles, la stabilité du leadership de Guillaume fut mise en avant comme un facteur empêchant une déstabilisation plus large. À Washington, les responsables soulignèrent le symbolisme de l'intervention d'un héritier fort pour protéger son père. À Berlin, les journaux observèrent que la crédibilité de la monarchie britannique était importante non seulement pour le Royaume-Uni, mais aussi pour le Commonwealth, où la tradition est souvent perçue comme un gage de continuité. Alors que William avançait ses actions, trouvèrent un écho auprès du public. Les sondages réalisés durant cette période montraient que sa cote de popularité grimpait rapidement, atteignant des niveaux jamais vus depuis les débuts du règne de la reine Élisabeth. La présence de Catherine à ses côtés ne fit que renforcer le sentiment de stabilité. Elle assista à ses engagements avec une assurance sereine projetant l'image de continuité que de nombreux Britanniques recherchaient en cette période de trouble. Tandis que Camilla s'éloignait, William et Catherine comblèrent le vide avec compétence et sang-froid. Derrière les murs du palais, le poids de l'histoire pesait lourd. La monarchie avait déjà affronté des tempêtes, des abdications au scandale, mais rarement la contestation était venue de sa propre maison. Guillaume savait que ses prochaines décisions définiraient non seulement son futur rôle, mais aussi la crédibilité de la couronne elle-même. Sa ligne de conduite était claire, personne, pas même une reine consort, ne pouvait être autorisée à porter atteinte à la dignité de la monarchie. Sa décision d'affronter directement la situation marqua un tournant, ouvrant la voie à des réformes qui allaient se dérouler avec précision. L'importance de ces actions dépassait le cadre du palais. Les commentateurs comparèrent cet événement à des jalons constitutionnels, soulignant qu'il ne s'agissait pas de spectacle, mais de préservation de l'institution. Le passage des murmures aux témoignages documentés marqua un changement culturel dans la manière dont la monarchie gérait les conflits internes. Pendant des siècles, le secret avait été son bouclier. Désormais, la transparence devenait sa stratégie. Cette transparence, cependant, était soigneusement gérée. Guillaume veilla à ce que l'information reste sous contrôle, diffusée uniquement par les voies appropriées et présentée non comme un scandale, mais comme une correction. La confrontation à Clarence House avait été l'étincelle, mais la ligne de démarcation décisive de Guillaume le transforma en une restructuration plus vaste. Ce qui avait commencé comme une souffrance personnelle devint une défense institutionnelle. Le personnel, les conseillers et même les observateurs internationaux reconnurent la différence. Il ne s'agissait pas d'un simple conflit familial. Il s'agissait de l'affirmation de l'autorité d'un futur roi déterminé à préserver la dignité de la couronne. Ce faisant, il défendit non seulement son père, mais prépara également la monarchie à l'ère suivante, une ère qui porterait sa marque bien avant qu'il ne porte officiellement la couronne. La décision de convoquer le Conseil de la Couronne marqua l'un des tournants les plus extraordinaires de l'histoire royale récente. Pendant des siècles, le Conseil avait principalement existé comme un organe cérémoniel, invoqué uniquement dans les moments d'importance constitutionnelle. Pourtant, dans les jours tendus qui suivirent l'éruption de Clarence House, Guillaume utilisa cet instrument ancien pour rétablir l'ordre là où le chaos menaçait de s'étendre. L'atmosphère au palais de Buckingham fut décrite par les témoins comme feutrée et solennelle, les couloirs chargés de la conscience qu'un événement sans précédent se préparait. L'épais dossier constitué par l'équipe de Guillaume était au cœur de l'affaire, contenant des témoignages, des chronologies et une note manuscrite de Charles lui-même appelant au rétablissement de l'ordre. L'Assemblée réunissait des représentants de tout le royaume de l'Écosse au pays de Galles, ainsi que de hauts responsables du secrétariat du Commonwealth. Chaque membre arrivait conscient de la pression historique qui pesait sur ses épaules. Pendant près d'une heure, la salle entendit des témoignages lus à voix haute, examina les précédents et soupesa les preuves à la lumière de la longue tradition de protection de la dignité de la monarchie.
Un conseiller fit plus tard remarquer que chaque mot prononcé semblait porter un poids séculaire. La décision qu'il s'apprêtait à prendre n'était pas simplement administrative, mais historique, établissant un précédent quant à la manière dont le pouvoir d'une reine consort pouvait être géré dans le cadre du droit et de la tradition. Les médias internationaux ont rapidement saisi la gravité de la rencontre. Reuters a souligné que la monarchie britannique traversait sa phase de redressement la plus délicate depuis la crise d'abdication de 1936. La BBC a présenté la situation comme un test de résilience institutionnelle plutôt que comme un scandale. La Deutsche Welle a insisté sur la dimension constitutionnelle, soulignant que la monarchie démontrait sa capacité à gérer les troubles internes par la voie judiciaire plutôt que par des drames publics. Les analystes ont convenu que la démarche de Guillaume était délibérée, indiquant qu'il s'agissait de protéger plutôt que de punir. Lorsque le vote fut finalement appelé, le résultat fut unanime. Pas un seul membre du Conseil ne s'opposa à la motion visant à retirer l'influence active de Camille. Le résultat stupéfia même ceux qui espéraient une forte majorité. À cet instant, la monarchie ouvrit un nouveau chapitre. Un consort pouvait être démis de ses fonctions par une action formelle tout en conservant son titre d'époux. Ce compromis délicat préservait la dignité publique tout en remodelant l'équilibre interne du pouvoir. Le décret du Conseil a déclenché une réorganisation systématique. Les rôles cérémoniels de Camilla ont été réaffectés, sa place lors des cérémonies officielles a été remplacée et ses patronages ont été transférés à d'autres membres actifs de la famille royale. Le symbolisme était évident lorsque la princesse Anne a pris place à la place autrefois réservée à Camilla lors de l'ouverture officielle du Parlement. C'était un signal discret, mais sans équivoque, que la décision du Conseil n'était pas seulement symbolique, mais concrète et immédiate. Le personnel du palais a qualifié l'instant de surréaliste, comme si des décennies de hiérarchie avaient été remaniées en une seule soirée. Les observateurs ont noté le soin avec lequel le message public avait été rédigé. Il n'y avait ni annonce spectaculaire ni attaques personnelles. Au contraire, la communication officielle insistait sur la nécessité de protéger l'institution et mettait l'accent sur la continuité. Les sites web royaux et les communiqués de presse évoquaient des ajustements de fonctions présentant la transition comme une mesure administrative mesurée plutôt que comme une mesure punitive. Pourtant, ceux qui observaient attentivement ont vu la réalité: une reine consort avait été reléguée aux marges du pouvoir. Les commentateurs d'Europe et d'Amérique ont qualifié cette stratégie de brillante. En évitant les scandales publics et en se concentrant sur l'intégrité institutionnelle, Guillaume a protégé son père et la monarchie de dommages plus graves. Les analystes ont comparé cette stratégie à la gestion de crises d'entreprise où des mesures décisives doivent être prises discrètement pour restaurer la confiance. Le contraste avec les crises royales passées était saisissant. Alors que les scandales précédents avaient dégénéré en frénésie médiatique, cette correction s'est opérée par la voie constitutionnelle, témoignant de maturité et de retenue. Au sein du palais, le changement était indéniable. Le personnel qui naviguait autrefois prudemment sous l'influence de Camilla voyait désormais ses rôles réorientés. Les anciennes loyautés se dissolvaient rapidement, non par peur, mais parce que le système lui-même avait parlé. Un assistant remarqua que ce changement était une bouffée d'air frais après des années de tension. L'atmosphère, bien que toujours chargée de prudence, exprimait un sentiment de soulagement. La monarchie avait agi avant que la situation ne s'aggrave. Pour Charles, la décision fut douce amère. Des sources proches du roi rapportèrent qu'il accepta la décision du Conseil avec une résignation discrète. Sa note manuscrite avait fourni à Guillaume la couverture morale nécessaire pour poursuivre sa route, mais le coût personnel fut immense. Des observateurs affirmèrent que son silence public masquait une tristesse intérieure alors qu'il luttait contre la perte de sa compagnie et reconnaissait que le devoir avait une fois de plus pris le pas sur la loyauté personnelle. Sa santé continuait de susciter des inquiétudes, mais ses proches affirmaient qu'il dormait plus paisiblement les jours qui suivirent le vote du Conseil, peut-être réconforté par la préservation de l'institution. Ce qui rendait cet épisode remarquable, c'était sa parfaite adéquation avec le climat politique général. En 2025, la Grande-Bretagne était confrontée à des difficultés économiques, à des débats énergétiques et à des alliances changeantes en Europe. La stabilité au sein de la monarchie offrait un réconfort à un moment où l'incertitude planait sur le reste du monde. Les commentateurs soulignaient que le leadership de Guillaume contrastait avec les turbulences de la politique, renforçant le rôle de symbole stabilisateur de la couronne. L'héritage de la décision du Conseil sera débattu pendant des années, mais son impact immédiat fut évident. L'influence de Camille fut effacée non par les ragots, mais par le processus constitutionnel. Le rôle de Guillaume en tant que protecteur de la couronne fut gravé dans la conscience publique et la monarchie démontra sa capacité à affronter les troubles internes avec détermination. En transformant un scandale potentiel en démonstration de force institutionnelle, le Conseil de la couronne fit plus que gérer une crise. Il préserva l'avenir de la monarchie. Une fois le verdict du Conseil de la couronne rendu, la machine de la monarchie s'est mise en marche avec une précision discrète.
L'influence de Camilla, autrefois présente dans chaque couloir de Clarence House, a commencé à s'effriter peu à peu. Ses apparitions officielles ont été les premières à disparaître du calendrier. Des engagements prévus des mois à l'avance, comme des galas de charité et des visites culturelles, ont été soudainement reportés ou discrètement réattribués à d'autres membres de la famille royale. Aucune explication publique n'a été donnée, seulement de brefs préavis invoquant le repos et des raisons de santé. Pourtant, au palais, les membres comprenaient qu'il ne s'agissait pas d'un répit, mais d'un départ. L'effacement ne s'est pas arrêté avec les événements. À la mi-mai, des changements subtils, mais indéniables, sont apparus sur les canaux officiels. Des photographies de Camilla lors de récentes cérémonies ont été déplacées vers des archives plus profondes, tandis que sa biographie a été réécrite pour refléter un rôle réduit. La description autrefois élaborée, qui la présentait comme reine consort et représentante publique de la couronne, a été réduite à une simple note l'identifiant comme épouse du roi Charles. Les analystes qui ont observé la transition numérique l'ont décrite comme un acte de disparition calculé. Les journalistes, spécialisés dans les nouvelles technologies, ont noté la rapidité et la méthode avec lesquelles son nom et son titre ont été effacés des archives en ligne. La monarchie réécrivait son histoire en temps réel sous les yeux du monde entier. Au début de l'été, ce changement est devenu impossible à ignorer. Les médias internationaux ont rapporté ce qui semblait être une campagne délibérée visant à marginaliser Camilla sans tambour ni trompette. Reuters a souligné l'évolution rapide de la présence numérique comme preuve de la détermination du palais à contrôler le discours. La BBC a insisté sur la dimension constitutionnelle, soulignant que la destitution n'était pas le résultat d'un scandale divulgué dans les tabloïds, mais le résultat d'une décision officielle du Conseil de la Couronne. Deutsche Welle a analysé cette décision comme faisant partie d'une stratégie plus large de stabilisation, arguant que la monarchie avait privilégié la procédure plutôt que le drame pour garantir sa crédibilité tant au niveau national qu'international. Le changement le plus marquant cependant concernait la question de la résidence. En septembre, le personnel du palais préparait le déménagement de Camilla de Clarence House vers une propriété isolée connue des seuls initiés sous le nom de Hawthorne Lodge. Ce domaine du Wiltshire modeste, comparé à la grandeur des palais royaux, était autrefois réservé au personnel retraité. Il devenait désormais le lieu où l'ancienne consort finirait ses jours loin de la scène. Le symbolisme était indéniable. Là où elle s'asseyait autrefois aux côtés de Charles lors de la parade des couleurs, elle occupait désormais un domaine paisible entouré non pas d'une foule en liesse, mais de champs et d'un personnel réduit. Ses gardes du corps furent réduits, ses assistants furent réduits de près de 20, à une poignée seulement, et ses patronages officiellement réaffectés. Les invitations à des événements internationaux furent annulées. Une visite d'État prévue en Nouvelle-Zélande disparut complètement du calendrier. Les responsables expliquèrent cela par un souci de repos personnel, mais des sources internes racontèrent une autre histoire. Les tentatives de Camilla pour revenir sur cette décision furent décrites comme désespérées. Elle appela à plusieurs reprises la haute administration du palais proposant de continuer à exercer n'importe quelle fonction, même à titre privé. Chaque demande fut rejetée. La décision, selon ses assistants, était définitive. Les observateurs ont comparé cet exil à des crises royales antérieures, notant les échos du retrait du duc de Windsor après son abdication. Pourtant, cette fois, la destitution n'était pas le résultat d'un choix personnel, mais d'une correction institutionnelle. Un haut fonctionnaire de la cour a déclaré aux journalistes que la monarchie ne punit pas, elle s'adapte. Cet ajustement signifiait désormais que Camilla était réduite à l'invisibilité. Le contexte international a amplifié l'impact de ces changements. Aux États-Unis, où la couverture des affaires royales se confond souvent avec les commentaires politiques, les chaînes de télévision ont présenté la destitution de Camilla comme s'inscrivant dans une tendance mondiale où les institutions privilégient à la stabilité aux dépens des individus. En France, les journaux ont spéculé sur l'effet sur les liens au sein du Commonwealth, suggérant que la montée en puissance de Guillaume et Catherine pourrait renforcer ces relations en offrant un visage plus jeune et plus dynamique à la monarchie. En Allemagne, les analystes ont décrit la situation comme un test décisif de résilience constitutionnelle. Pour Charles, le coût personnel fut immense. Des sources proches du roi affirmèrent qu'il luttait contre un chagrin intérieur, tout en acceptant l'inéluctabilité du processus. Lors d'appels nocturnes avec ses conseillers, il avoua ne plus pouvoir protéger ce qui avait été brisé. Cette confession silencieuse symbolisait le profond conflit qui l'habitait, déchiré entre sa loyauté personnelle et le devoir de préserver une institution qui avait défini sa vie. Son silence en public fut interprété par les commentateurs comme un acquiescement, mais à huis clos, il s'agissait de chagrin. Ce qui différenciait ce moment des drames royaux précédents résidait dans l'équilibre délicat entre destitution personnelle et survie institutionnelle. La monarchie présentait le retrait de Camilla non pas comme une punition, mais comme une correction nécessaire. Ce cadrage évitait le scandale tout en garantissant que la transition soit perçue comme protectrice plutôt que destructrice. Les commentateurs politiques saluèrent cette stratégie, la qualifiant d'exemple de la façon dont les institutions modernes doivent évoluer pour survivre.
En retirant discrètement le pouvoir, la couronne avait montré qu'elle privilégiait la dignité au spectacle. À mesure que l'automne avançait, la transformation était complète. Camilla vivait derrière les grilles de Hawthorne Lodge, rarement vues en public. Son rôle avait été effacé avec une telle rigueur que même les références habituelles à son nom dans les documents publics avaient disparu. Pendant ce temps, William et Catherine comblèrent le vide sans effort. Leur cote de popularité grimpait en flèche, les sondages révélant des niveaux records de confiance publique. Les dirigeants internationaux les invitaient directement au sommet, contournant l'équipe réduite de Charles. Le contraste était saisissant. Un couple s'est exilé, tandis qu'un autre s'est élevé au rang d'incarnation de l'avenir de la couronne. Pour la monarchie, cette transition marquait non seulement la fin de l'influence de Camille, mais aussi le début d'une ère nouvelle. Les observateurs en ont conclu que la couronne avait réussi ce que peu d'institutions réussissent, transformer la crise en renouveau. Au fil des mois qui suivirent le départ discret de Camilla, l'attention se porta sur le roi Charles lui-même. Ses proches voyaient un homme pris dans une tempête de devoirs et d'émotions déchirées entre la couronne dont il avait hérité et l'amour qu'il défendait depuis des décennies. En apparence, il restait silencieux, évitant toute reconnaissance publique des changements qui avaient privé son épouse de son influence. Pourtant, son silence en disait long. Ses conseillers murmuraient qu'il paraissait plus maigre, le visage pâle et les épaules voûtées, comme si le poids de la couronne pesait chaque jour davantage. Il se retira des heures durant dans son cabinet privé, où le discours prononcé par Guillaume au Conseil de la Couronne était ouvert sur son bureau. On disait qu'il relisait ses pages encore et encore, absorbant chaque mot qui formalisait ce que son cœur résistait. La pression des attentes du public aggravait ses difficultés personnelles, chaque gros titre spéculait sur sa santé, chaque photographie était scrutée à la recherche de signes de fatigue. Les journaux britanniques se demandaient si son règne résisterait à la perte de crédibilité causée par la crise de Clarence House. Pendant ce temps, les médias internationaux proposaient de leur propre analyse. Reuters décrivait le monarque comme une figure éclipsée par son héritier, tandis que la BBC rapportait l'ascension extraordinaire de Guillaume et Catherine comme des symboles stabilisateurs. En Allemagne, DW soulignait que la crise avait révélé la fragilité d'un monarque dont le règne à peine établi était plongé dans la tourmente. Malgré ses doutes, Charles résista aux appels à se retirer. Les médecins du palais lui recommandèrent du repos, mais il insista pour s'acquitter de ses dernières fonctions. Pour lui abandonner trop d'autorité risquait de le perdre complètement. Pourtant, même ses plus fidèles collaborateurs reconnaissaient qu'il semblait épuisé. La tension causée par ce conflit non résolu entre son rôle de roi et son identité d'époux était visible à tous ceux qui le rencontraient. Les commentateurs politiques comparèrent sa situation difficile à celle des monarques du passé, contraints de trouver un équilibre entre amour et devoir, observant que Charles vivait désormais la contradiction même qui avait marqué sa jeunesse. En coulisses, le rôle de William s'est rapidement étendu. Les ministres du gouvernement se tournèrent de plus en plus vers lui pour obtenir des conseils contournant l'équipe de son père. Les invitations des organisations internationales ont commencé à s'adresser directement au prince et à la princesse de Galles. La présence de Catherine a amplifié ce changement. Lors d'un sommet sur la santé mentale en mai, elle a impressionné les responsables et les experts, renforçant l'idée que le couple incarnait le visage moderne de la monarchie. Les sondages ont confirmé la tendance, la cote de popularité de William a grimpé à près de 90%, celle de Catherine à plus de 80%. Pour la première fois depuis la fin des années 1990, la monarchie bénéficiait de la faveur d'une majorité du public et il était clair qu'il bénéficiait de cette confiance. Cette dynamique aggravait le dilemme du roi. Résister à l'ascendant de Guillaume équivaudrait à paraître déconnecté de la réalité, mais l'approuver ouvertement équivaudrait à admettre ses propres limites. Des sources proches du roi racontèrent qu'il confia à un cercle restreint se sentir pris entre le marteau et l'enclume. Annuler la décision du Conseil était impossible. Tenter de défendre Camille publiquement fracturerait encore davantage l'institution. Parallèlement, sa passivité le vidait de son autorité de jour en jour. Son silence, notèrent les commentateurs, était devenu aussi retentissant que n'importe quelle déclaration. Les observateurs internationaux ont interprété cette situation comme une leçon de résilience institutionnelle. À Washington, les responsables ont constaté que la monarchie s'adaptait plutôt qu'elle ne s'effondrait. À Paris, les analystes ont relevé l'ironie d'un roi contraint de sacrifier son bonheur personnel à la survie institutionnelle. À Berlin, les universitaires ont salué l'efficacité discrète avec laquelle Guillaume avait réorganisé les opérations du palais, contrastant avec l'indécision du roi. Le monde assistait à un changement générationnel en temps réel. En juin, l'inévitable ne pouvait plus être reporté. Charles convoqua une réunion privée avec ses plus proches conseillers et déposa une lettre manuscrite sur la table. La note annonçait sa décision de se retirer des fonctions actives, laissant la gestion quotidienne à William. Ce n'était pas une abdication, mais une transition de pouvoir sans en avoir le nom. L'annonce qui suivit provoqua une onde de choc en Grande-Bretagne et au-delà.
Les chaînes d'information interrompirent leur diffusion, les réseaux sociaux s'enflammèrent et les commentateurs la déclarèrent comme l'événement royal le plus important depuis la disparition tragique de Diana. La première ministre, Olivia Hart, a rapidement exprimé son soutien total, soulignant la continuité et saluant le leadership de Guillaume. Les dirigeants européens ont fait écho à ce sentiment, soulignant que l'institution paraissait plus forte et non plus affaiblie grâce à ce changement. Au sein du palais, la transition s'est déroulée avec une rapidité calculée. Guillaume s'est installé au palais Saint-James-Catherine, a assumé de nouveaux patronages et Charles s'est réfugié dans un rôle émérite. La monarchie, autrefois profondément ébranlée, paraissait désormais rajeunie. Pour Charles, cette décision fut à la fois un soulagement et un déchirement. Il avait enfin agi conformément à son devoir même au détriment de son mariage. Des sources proches de lui racontèrent que sa dernière conversation privée avec Camilla avait duré des heures et s'était terminée par une acceptation silencieuse plutôt que par une réconciliation. Elle avait supplié de ne pas être effacée, mais Charles savait que l'institution exigeait des sacrifices. Ceux qui le connaissaient le mieux disaient qu'il paraissait plus calme par la suite, comme si le fardeau qu'il portait s'était allégé, même si le prix était incommensurable. La transformation devint évidente aux yeux du public en quelques semaines. Les sites web officiels mettaient en avant Guillaume et Catherine comme personnages centraux, tandis que Charles n'y apparaissait que pour des raisons cérémonielles. Les commentateurs la décrivirent comme la naissance d'une nouvelle monarchie, non pas par une révolution, mais par une correction. L'institution avait prouvé une fois de plus qu'elle pouvait survivre à des crises personnelles en se remodelant. Pour le public, ce fut une démonstration de résilience. Pour Charles, ce fut la fin d'une époque marquée par des luttes personnelles. Le dilemme du roi était enfin résolu, non pas par un triomphe, mais par une transition. La monarchie en ressortait renforcée et Guillaume s'affirmait comme le défenseur de la couronne. La question était désormais de savoir comment ce nouvel arrangement allait façonner l'avenir tant en Grande-Bretagne qu'à travers le Commonwealth. Les semaines qui suivirent la transition révélèrent une monarchie à la fois familière et profondément transformée. Pour la première fois depuis des décennies, le public britannique considérait Guillaume et Catherine non seulement comme des héritiers, mais aussi comme les véritables dirigeants de l'institution. Leurs agendas s'enrichissaient de jour en jour de réunions d'État en sommets internationaux, et leur image dominait les journaux et les réseaux sociaux.